Salut à toutes et à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le magazine africain que vous propose Canal Algérie depuis 3 saisons maintenant et cela nous fait énormément plaisir. Et pour commencer ce numéro d'Afrique Mag, retour sur l'événement continental qu'a abrité Oran, la capitale de l'Ouest algérien, le 4e forum de la jeunesse africaine. 3 thèmes principaux ont été abordés par les 500 participants venus des 4 coins de l'Afrique, la définition de la culture diplomatique, la spécificité de l'Afrique dans la diplomatie des jeunes et l'analyse de l'éducation en Afrique au XXIe siècle. 4 jours riches de débats et de discussions, résumés par notre ami Yassine Hamdi. Le Forum panafricain de la jeunesse s'est clôturé sur une note unique qui a marqué les esprits des participants de cette 4e édition. Cet événement à l'importance cruciale a su comment traduire les attentes des jeunes du continent qui furent particulièrement éblouis par l'expérience de l'Algérie. Et on a assisté à des sessions de la santé, d'éducation, d'engagement des jeunes d'Africains. Donc on a assisté à des thématiques concrètes pour la jeunesse africaine. Oui, ça m'a vraiment aidé. On va vraiment retourner au pays avec ces thématiques aussi. On va bien s'engager et on vous remercie beaucoup pour ces sessions. Je suis très touchée par l'enthousiasme des Algériens et de tous les Africains venant du continent noir ou du continent africain de 55 pays membres de l'Union africaine. Je vois que les attentes sont bien évidemment sont des attentes où les objectifs sont atteints. Et donc, on travaille pour enchaîner, on travaille pour faire une intégration réelle, on va dire. Et c'est ça, en fait, l'objectif de l'agenda 2063 de l'Union africaine, c'est pour une Afrique prospère, unifiée et pacifique. Donc, dans le but de renforcer l'échange d'expériences et d'expertise entre les pays, plusieurs thèmes importants ont été abordés, particulièrement l'enseignement et l'éducation. Au bilan, la signature de la convention 1 Million Next Level qui vise à créer des opportunités de travail et de formation pour les jeunes du continent, ainsi que l'approbation de la prochaine stratégie africaine pour l'éducation. Le développement de l'Afrique ne peut venir que par l'éducation de sa jeunesse. Et c'est pourquoi ce thème est l'un des thèmes les plus importants qui a été développé au cours du forum. Et donc, vous savez que les pays africains n'ont peut-être pas le même système éducatif. Alors, cela a permis de comprendre que certains, il y a des avancées et d'autres, par contre, il y a du travail à faire dans ces domaines-là. Et donc, pour nous, nous tirons la conclusion comme quoi nous devons nous inspirer de nos réalités pour pouvoir fonder notre éducation. Et nous ne pouvons que faire développer l'Afrique lorsque nous avons des compétences nécessaires. Et cette compétence ne peut venir que par la qualité de la formation que nous donnons à notre jeunesse, par l'éducation que nous donnons également à nos enfants. Cette 4e édition a pris fin, certes, mais les jeunes du continent africain se sont déjà donné rendez-vous pour le prochain forum avec la ferme volonté de concrétiser les promesses de cette année. 4e forum de la jeunesse africaine toujours et dans une action hautement symbolique pour la lutte contre la désertification sur notre continent, une opération a été menée par les participants au forum. Un nombre important d'arbres a été planté au village méditerranéen d'Oran. Reportage toujours du très dynamique Yassine Hamdi. La protection de l'environnement est un défi majeur pour le continent africain. Les participants au Forum panafricain de la jeunesse ont tenu à marquer cet événement avec une action verte. Une importante opération de plantation d'arbres a été organisée au village olympique à Oran. Cette campagne, elle est bienvenue parce que nous le faisons déjà. En Côte d'Ivoire, nous menons assez de séries de planting d'arbres et c'est pour nous une bonne action, surtout que chaque pays ici représenté va planter un arbre. Ça montre la diversité ainsi l'environnement, ce qui rentre également dans le développement durable. De nos jours, l'Afrique fait face à de nombreux challenges, à l'instar de la désertification due au changement climatique. C'est pour cela que la protection de la biodiversité du continent revêt une importance cruciale dans le maintien de l'équilibre naturel. Cette campagne de plantation d'arbres
il est d'une importance très capitale pour les générations actuelles et les générations à venir. Nous devons faire la paix avec la nature, parce que si nous ne faisons pas la paix avec la nature, et nous aurons du mal nous-mêmes à bien vouloir à vivre sur la terre et aussi à astreindre la bonne vie des générations à venir. Donc la plantation des arbres aujourd'hui, c'est un signal très significatif pour la lutte contre les changements climatiques et aussi la préservation de la biodiversité. L'Afrique peut donc compter sur sa jeunesse consciente et engagée afin de relever le défi climatique avec succès. C'est bon. Très bonne initiative pour lutter contre la désertification, l'un des phénomènes justement qui s'accélère à cause du réchauffement climatique, un réchauffement qui continue de causer d'énormes catastrophes sur toute la planète et notamment sur notre continent, comme ce double éboulement qui s'est produit le 5 novembre dernier au niveau de la falaise de Deschamps au Cameroun. Des morts sont hélas à déplorer et de nombreux dégâts matériels sont constatés. Sabrina Kchelout. Chang en ruine. Un glissement de terrain massif au Cameroun détruit des maisons et fait des victimes. Le 5 novembre 2024, un glissement de terrain massif s'est produit à Chang, une ville de la région de l'ouest du Cameroun, entraînant d'importantes pertes en vies humaines et en biens. Ce glissement de terrain s'inscrit dans un schéma plus large de catastrophes naturelles d'origine climatique qui affectent de plus en plus le Cameroun, en particulier pendant sa saison des pluies intenses. Des prévisions climatiques récentes avaient déjà mis en garde contre des glissements de terrain et des inondations potentielles à Chang et dans les environs en raison de précipitations sans précédent et d'un terrain vulnérable. Des équipes d'urgence ont été rapidement déployées pour participer aux efforts de sauvetage, mais des conditions difficiles ont ralenti le processus, suscitant des inquiétudes pour davantage de résidents toujours en danger. Des responsables gouvernementaux avaient auparavant conseillé aux résidents des zones vallonnées et sujettes aux inondations de prendre des précautions, bien que la nature de ces glissements de terrain soudains rende difficile l'évacuation à temps. Les risques naturels en 2024 sont devenus plus fréquents. Nous ne savons pas ce qui nous attend en 2025, comment le réchauffement climatique et le changement climatique affecteront notre terre. Les opérateurs économiques des plateaux ont bénéficié d'une formation pour mieux s'approprier les enjeux et défis de la ZLECAf. À travers cette formation, l'accent sera également mis sur le code des investissements et le régime de la franche, des mesures pour encourager les acteurs économiques dans leurs activités. Ils seront outillés sur ces mesures pour renforcer leur efficacité de production. Des opérateurs économiques et chefs d'entreprise au contact du code d'investissement et du régime de la zone franche, des mesures pour les aider à assurer leurs activités économiques. Ils sont outillés sur le contenu de ces dispositifs, mieux faire connaître à ces acteurs le code d'investissement et le régime de la zone franche, en vue de les amener à saisir les opportunités commerciales au sein de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. Tous ces instruments-là seront passés en revue au cours de cet atelier pour pouvoir leur permettre de se préparer pour tirer profit de cette zone de libre-échange continentale africaine et de les amener à participer activement à la zone de libre-échange en tirant profit. Ça veut dire quoi? C'est la richesse, c'est le développement économique, c'est la réduction de la pauvreté, la création d'emplois. Parce que la ZLECAf vise quoi aussi? L'industrialisation. Et qui dit industrie dit main-d'œuvre. Qui dit main-d'œuvre dit emploi. Qui dit emploi dit quoi? Réduction du chômage. À travers la connaissance de ces instruments, ils vont tout de même se conformer à certaines normes pour faciliter la circulation des biens et services. Le ministre délégué du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale a salué la pertinence des thématiques qui visent à renforcer la compétitivité et le développement économique. Face aux défis mondiaux, il apparaît nécessaire de multiplier des initiatives de sensibilisation des opérateurs économiques que vous êtes. Je vous invite à une participation active en posant des questions pertinentes qui vous permettront de mieux vous approprier les défis et enjeux actuels et futurs, afin de renforcer la résilience et la compétitivité de vos entreprises.
La démarche va permettre d'asseoir une dynamique de développement au sein de la zone de libre-échange et aux acteurs de renforcer leur culture entrepreneuriale pour plus d'efficacité dans la production de leurs produits. La société Yula Corporation Bunturabi est une entreprise guinéenne spécialisée dans la transformation et l'emballage d'aliments de base, dont le fonio. Pour la première fois, cette société guinéenne participe à la 7e édition de l'exposition internationale d'importation de la Chine. Les attentes sont nombreuses, mais selon les responsables de la société, l'objectif principal de la participation à cette exposition est de vendre des produits locaux guinéens et décrocher des marchés à l'international. La société Yula Corporation est une entreprise guinéenne spécialisée dans la transformation et l'emballage d'aliments de base, dont le fonio. Fondée en 2016 et basée dans la capitale Conakry, cette entreprise produit chaque semaine plusieurs tonnes de sachets de 500 grammes contenant du fonio qu'elle revend sur le marché national et international. Pour la première fois, cette société guinéenne participera à la 7e édition de l'exposition internationale d'importation de la Chine. Les attentes sont nombreuses, mais selon les responsables de la société, l'objectif principal de la participation à cette exposition est de vendre des produits locaux guinéens. L'exposition, nous, c'est une vitrine pour nous. Que ce soit en Chine ou ailleurs, on cherche des opportunités pour se faire connaître. Parce qu'aujourd'hui, on a le marché local, on est en Guinée, on essaie de vendre, d'avoir de la clientèle ici autant que possible. Mais ce qui est important de signaler, c'est qu'on a besoin du marché international. Et aujourd'hui, la Chine, par exemple, en termes marché international, avec 1 milliard d'habitants, je m'imagine que même si 5% des Chinois consomment la petite damba, on ne tardera pas à se développer. Donc, l'occasion de l'exposition de Shanghai, ça nous permettra d'avoir de nouveaux partenariats, de commercialisation de nos produits et ensuite des partenariats qui nous permettront d'améliorer notre productivité et, n'est-ce pas, d'accroître et développer notre entreprise. Avant d'être mis sur le marché à disposition des consommateurs, le fonio, la petite damba, passe par plusieurs étapes de transformation. À l'exception du lavage des grains qui est toujours réalisé de façon artisanale, toutes les autres étapes sont assurées grâce à des machines importées de Chine. Cette avancée technologique chinoise a d'ailleurs été saluée par les responsables de la société. Nous avons de très bonnes qualités de machines qui ont été achetées depuis la Chine et qui nous aident très bien à faciliter notre travail. Ce sont des machines qui nous aident à faire un bon séchage et facile à manier. C'est-à-dire tu n'as pas besoin d'avoir une grande faculté intellectuelle pour les utiliser. Ce sont des machines qui sont vraiment adaptables à n'importe quelle personne, qui sont compatibles aux réalités de chez nous en Afrique. Et ça facilite beaucoup la productivité ici à la Petite Damba. Donc ce sont des machines qui sont de nos jours un peu mécaniques, mais dans l'avenir, nous souhaitons que ça soit un peu plus sophistiqué dans l'esprit toujours de faciliter et le travail de séchage. Il faut souligner que les emballages aussi viennent de la Chine. Et donc, nous prenons les emballages de la Chine pour les envoyer en Guinée ici, afin d'avoir vraiment un bon emballage de nos produits. Quand vous prenez le fonio de la petite damba, qui a son design et son emballage très résistant et vraiment qui peut s'adapter à n'importe quel climat. Depuis des années, la Chine et la Guinée entretiennent de très bonnes relations commerciales. De nos jours, la majeure partie des articles vendus sur le marché guinéen est importée de la Chine. Selon les autorités du ministère guinéen du Commerce, la participation d'entreprises guinéennes à la 7e édition de l'exposition internationale d'importation de la Chine sera une autre occasion d'améliorer cette relation commerciale sino-guinéenne. Tierno Alpha Ibrahim Baldé, CGTN français, Guinée-Conakry.
La République du Congo a abrité la 8e édition de la Foire au plomb à Brazzaville et dans les 11 autres départements de la République sous le thème Foire au plomb, verdir toute la nation avec la jeunesse. Ainsi, pour le site de Brazzaville, 23 pépiniéristes exposent 221 848 plombs divers, dont les produits forestiers non ligneux tels que le miel, les huiles essentielles et les produits issus de la transformation. Couple d'Amblé Massengo, propriétaire de la pépinière Le Végétatif, a participé à toutes les éditions de la Foire au plomb organisée par le ministère de l'économie forestière. Pour cette 8e édition, lancée le 11 octobre 2024, le couple invite les Brazzavillois à saisir cette opportunité d'acquérir des arbres fruitiers à bon prix. Je crois que les Congolais peuvent maintenant se payer tous les plants qu'ils cherchent. Nous avons pratiquement tous les plants ici. Nous leur demandons de venir très nombreux. À la fois, nous leur attendons. Les prix vraiment sont très abordables. Dans la cour du ministère de l'économie forestière, ils sont au total 23 pépiniéristes venus de tous les coins de Brazzaville, exposés 221 848 plants divers dans 36 espèces fruitières, 17 espèces forestières, 17 ornementales, 6 espèces aromatiques, 4 espèces médicinales et 3 espèces potagères. Ce que je dirais aux Congolais, c'est de venir à la foire au plomb pour faire la connaissance de mes produits, parce que ce sont des produits qui ne sont pas chimiques, des produits qui font du bien pour la santé, pour le bien-être de toute personne. La 8e édition de la Foire au plomb se tient cette année sur le thème Foire au plomb, 8e édition, verdir toute la nation avec la jeunesse. La République du Congo a institué une journée nationale de l'arbre à travers la loi du 11 septembre 1984, modifiée par la loi du 15 avril 1996. Au terme de cette loi, chaque citoyen congolais a le devoir d'accomplir un acte civique en plantant un arbre d'espèce forestière ou fruitière le 6 novembre de chaque année. Profiter également de la richesse des offres diversifiées et à connaître davantage les arbres et leurs variétés pour découvrir de nouvelles techniques horticoles. Achetons-en en grand nombre et plantons-les en masse pour en faire des sources de revenus ou pour sauvegarder notre environnement. La Foire au plomb a lieu dans tous les départements de la République du Congo jusqu'au 30 novembre 2024. Elle répond à la stratégie nationale du programme national d'afforestation et de reboisement lancé par le gouvernement congolais en 2011, avec comme objectif la réalisation d'1 million d'hectares de plantations forestières en 10 ans en vue de mieux lutter contre les changements climatiques, la dégradation des sols et l'habitat de certaines espèces animales. C'est parti pour la 38e édition du festival Écran Noir. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée à Yaoundé, la capitale camerounaise, en présence du ministre camerounais de la Culture ainsi que de grands acteurs de l'industrie cinématographique africaine. Cette année, au menu des réflexions en marge du festival, est inscrite la question de l'influence de l'intelligence artificielle sur le secteur à travers le thème choisi « Intelligence artificielle et cinéma africain ». Yamina Saïdji. L'Acti, film du Mauritanien Abdelrahman Sissako, qui était à l'honneur à l'ouverture de la 28e édition du festival Écran Noir le 19 octobre 2024 à Yaoundé. Le film qui met en vedette l'ivoirienne Nina Melo et le chinois Chang Han raconte l'histoire d'un couple d'étrangers en Chine face au tumulte de considérations socio-culturelles et autres préjugés. L'intrigue est d'actualité dans un monde dominé par l'émigration. Acteurs, producteurs et autres acteurs de l'industrie du film, dont le Burkinabé Boïri, membres du jury, sont venus de toute l'Afrique pour redonner à cet événement tout son prestige. C'est la première fois d'abord que je viens participer à cette fête du cinéma à travers Écran Noir, et c'est la première fois que donc, je suis membre du jury. Il y a de très belles choses et donc on est là, on va apporter notre avis. Si le festival Écran Noir œuvre pour la promotion du cinéma africain à l'échelle mondiale, cette édition de l'événement se veut au cœur des défis en perspective dans l'industrie cinématographique à travers le thème choisi Intelligence artificielle et cinéma africain. Il sera question d'analyser l'incidence de l'intelligence artificielle sur l'industrie cinématographique en Afrique, dont plusieurs secteurs de la filière sont menacés.
Bon, vous savez, s'il doit y avoir une crainte, c'est à tous les niveaux, dans tous les domaines d'activité. C'est que même dans les restaurants, les serveuses ont cette même crainte. Mais c'est à nous de nous battre pour justifier notre présence. L'intelligence artificielle arrive un peu pour bousculer les habitudes des uns et des autres. Je pense que c'est un appel à plus de travail, à plus de régularité. Pour nous qui écrivons ou qui produisons du documentaire, il y a une âme que la machine n'a pas encore, du moins jusqu'ici. Et je pense que c'est à ce niveau que l'humain doit continuer de jouer et de garder la main en se disant nous devons travailler dessus pour se rassurer que ça tienne encore la route de ce qu'on fait dans ce domaine. Plusieurs activités meubleront cette 28e édition des écrans noirs, à l'instar d'un colloque international, des ateliers de formation, des assises de la production, un marché du film, ainsi que des masterclass. L'association Wani Ayo, forte du succès des précédentes éditions, a lancé en octobre 2024 une nouvelle session de la formation triptyque dédiée au cinéma béninois. Ce programme innovant, structuré autour des modules d'actorat, d'ingénierie de son et de montage image plutôt, vise à renforcer les compétences des professionnels locaux dispensés par des formateurs de renommée internationale. La formation ambitionne de revitaliser l'industrie cinématographique béninoise tout en lui conférant une portée sous-régionale, créant ainsi des opportunités uniques pour les talents émergents du secteur. Nawal Mounahamoudi. Vital Dovi, comédien et chanteur béninois, a fait ses débuts au cinéma en 2016 avant de se consacrer temporairement à la musique. Il renoue avec le cinéma grâce à un rôle dans un court-métrage de fin de formation, suivi de masterclass en acting et scénario. En 2023, il rejoint la formation triptyque de l'association Wani Ayo, se perfectionne en actorat et décroche plusieurs rôles, dont un dans la série humoristique 6 in 1 à Parakou. Actuellement, il poursuit son apprentissage au niveau 2. La formation triptyque, je ne pouvais pas la rater cette année, c'est parce que l'année dernière, ça m'a beaucoup apporté. Donc, je suis en actorat 2 maintenant et franchement, je veux devenir meilleur que j'étais hier. La formation triptyque de Wani Ayo est devenue un incubateur de talent pour le cinéma béninois, favorisant les rencontres entre acteurs du secteur et facilitant l'employabilité des jeunes formés. Cette année, une nouveauté a été introduite, l'apprentissage de la méthode Ivana Chubuk, technique de jeu d'acteur mondialement reconnue, offrant ainsi aux participants une opportunité supplémentaire de renforcer leurs compétences. Nous, formatrices, on a pris le temps de lire le livre La force de l'acteur pour mieux appréhender la technique et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est ça le gros challenge. La première année où on avait comme module actorat, écriture de scénario et production cinématographique, il y avait Nelly Béanzin qui portait un projet qui s'appelle La Lanterne. Et bien, ce projet-là, aujourd'hui, a été tourné et est en montage. L'année dernière, en direction artistique, il y a 2 jeunes qui ont été repérés et qui ont été sur des tournages en Côte d'Ivoire avec Alex Ogou, avec la production Plan A. Le cinéma béninois a longtemps été freiné par le manque d'infrastructures, de financement et de formation adéquate. Cependant, des initiatives telles que la formation triptyque de Wani Ayo ouvrent de nouvelles perspectives pour les jeunes talents et contribue à revitaliser l'industrie cinématographique du pays. L'édition 2024 promet de renforcer cette dynamique en offrant une plateforme d'échange et de perfectionnement aux futurs acteurs du cinéma béninois. Dans la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, plus de 50 millions de personnes, soit plus d'un individu sur 10, traversent une situation alimentaire et nutritionnelle difficile. Plusieurs facteurs dont le changement climatique, les conflits et les crises économiques privent les populations de leur droit à une alimentation saine, riche et diversifiée. C'est le grand format que nous vous proposons ce soir. Alors que l'agriculture produit plus de denrées qu'il n'en faut pour nourrir toute la population mondiale, environ 2 milliards de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire et nutritionnelle. Conflits, dérèglements climatiques, inégalités,
Récession économique, entre autres facteurs, prive près d'un tiers de la population mondiale du droit à une alimentation saine, riche, diversifiée et équilibrée. Les statistiques disent que 2,8 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à une alimentation équilibrée. Et ceci est à la base de toute forme de malnutrition que nous connaissons. Mais ce n'est pas que l'humanité ne peut pas résoudre le problème. L'humanité peut bien le faire si les décideurs politiques qui sont rassemblés aujourd'hui à Rome, si chacun prend ses responsabilités, si chacun regarde au niveau de son pays ce qu'on peut faire, les investissements nécessaires et même les distributions même des aliments, parce qu'il y a des pays qui ont plus d'aliments que d'autres, comment mettre ces aliments à la disposition des autres avec une solidarité globale qui n'existe pas toujours. La situation alimentaire actuelle est marquée par une instabilité accrue à l'échelle mondiale. De nombreuses régions du globe sont confrontées à la coexistence de plusieurs formes de malnutrition, exacerbées par des inégalités économiques, sociales et environnementales. Dans la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, plus de 50 millions de personnes, soit plus d'un individu sur 10, continuent de traverser une situation alimentaire et nutritionnelle difficile, surtout pendant la dernière période de soudure de juin à août 2024. Ces données représentent une augmentation de 4 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire par rapport aux prévisions de novembre 2023 et mettent en évidence une multiplication par 4 au cours des 5 dernières années. Dans notre région, l'accès à l'alimentation demeure une préoccupation quotidienne pour bon nombre de nos populations tiraillées par la faim et la malnutrition. Malgré les efforts entrepris par les pouvoirs publics et leurs partenaires au développement, aussi bien au niveau national que régional, près de 50 millions de nos concitoyens, soit plus d'un citoyen sur 10, dans l'espace SILS, CEDEAO, UEMOA, continuent de traverser une situation alimentaire et nutritionnelle difficile, du moins pour ce qui concerne la période de soudure de cette année 2024. La situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans reste tout aussi préoccupante dans certaines localités de notre région. Cette situation est en nette dégradation depuis près d'une décennie, comme le montrent les données d'évaluation de notre dispositif régional de prévention et de gestion des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest, PREGEC. La situation est particulièrement préoccupante dans le nord du Mali, touché par un conflit. Selon le dispositif régional de prévention et de gestion des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest, environ 2600 personnes risquent de souffrir d'une faim catastrophique. Les données les plus récentes révèlent également une évolution significative des facteurs à l'origine de l'insécurité alimentaire dans la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, en dehors des conflits récurrents. L'Afrique de l'Ouest est le théâtre de beaucoup d'événements. Le changement climatique que nous connaissons, les catastrophes. Si vous vous rappelez très bien, depuis l'année dernière, et particulièrement cette année, le niveau d'inondation qu'il y a eu au niveau de presque tous les pays. Aucun pays n'a été vraiment à l'abri. Il y a des pays qui ont été beaucoup affectés, comme le Nigeria, comme le Tchad, le Mali, ce qu'on a vu, même le Libéria, même ici au Sénégal et tout ça. Il y a eu au Niger, il y a eu l'inondation partout. Mais quand il y a l'inondation, qu'est-ce qui se passe? Il y a les infrastructures de production qui sont affectées. Et il y a même le bétail pour les producteurs de bétail qui sont aussi décimés. Il y a les sols, les terres arables qui sont perdues. Et donc, même il y a des produits agricoles qui sont mouillés, perdus, etc. Et donc, ça, c'est un problème. Et c'est dû au changement climatique. Mais il y a également la sécheresse. En même temps qu'on a l'inondation, dans certaines parties de nos différents pays, il y a la sécheresse. Et quand il y a la sécheresse également,
l'eau devient un problème, le bétail est affecté, la production agricole aussi est affectée, etc. Donc le changement de climat, ça pose problème. Des problèmes auxquels s'ajoutent des défis économiques tels que les dévaluations monétaires, l'inflation galopante, la stagnation de la production et les barrières commerciales qui ont aggravé la crise alimentaire, affectant les couches les plus vulnérables. Le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone et le Mali restent les pays les plus touchés. Les prix des principales céréales de base continuent d'augmenter dans la région de 10% à plus de 100% par rapport à la moyenne des 5 dernières années, sous l'effet de l'inflation monétaire, des coûts du carburant et du transport, ainsi que des restrictions sur les flux de produits agro-pastoraux. L'inflation monétaire est aussi l'un des principaux facteurs de volatilité des prix des denrées alimentaires au Ghana avec 23%, au Nigeria 30%, en Sierra Leone 54%, au Libéria 10% et en Gambie 16%. Il y a les chocs économiques. On sait également que dans un certain nombre de nos pays, il y a l'inflation galopante. Il y a également le prix des denrées alimentaires qui a augmenté. Et tout ceci, l'économie est globale, hein, c'est lié aussi aux crises que nous avons eues et que nous avons même actuellement, les crises de Covid, les crises au niveau de l'Ukraine et de la Russie qui a affecté également les engrais et les semences, etc. Donc il y a tous ces aspects-là qui font que la nourriture, l'aliment n'est pas disponible à tous. Je vais, pour terminer, je dirais que nous avons fait les analyses, la FAO et tous ses partenaires, qu'on appelle le cadre harmonisé sous le SILS, qui a montré que en 2020, il y avait 19 millions de personnes qui étaient en insécurité alimentaire aiguë en Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, en 2024, nous avons plus de 50 millions, 52 millions, et ce qui fait une augmentation de 172% en 4 ans. Et ça, c'est énorme. Face à cette situation alarmante, les efforts d'amélioration de la sécurité alimentaire devraient se concentrer sur la résilience face aux crises économiques et autres chocs, mais également face au changement climatique. Ainsi, plusieurs initiatives sont mises en œuvre à travers diverses politiques, des projets et des programmes nationaux et régionaux pour réaliser des progrès notables devant renforcer l'accès à l'alimentation, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement socio-économique pour tous. La FAO et ses partenaires sont toujours prêts aux côtés de ces pays pour les appuyer, pour qu'on mette en place des meilleures politiques, des meilleures stratégies et qu'on puisse les aider à développer des programmes et des projets bancables. Et également, nous travaillons également avec les bailleurs de fonds pour pouvoir aider ces pays-là à investir dans l'agriculture. Et ça, c'est fondamental, l'investissement au niveau de l'agriculture pour un développement de l'agriculture et pour également atteindre les ODD. Notre région ouest africaine s'est dotée depuis 2005 d'une politique agricole régionale ECOWAP dont l'objectif central est de contribuer de manière durable à la satisfaction des besoins alimentaires de la population, au développement économique et social et à la réduction de la pauvreté dans les États membres. Au regard des acquis de 2 décennies de mise en œuvre de la politique agricole, nous sommes appelés à les étendre, consolider et pérenniser et nous y engager davantage. Si nous convenons toutes et tous que le droit à l'alimentation est un droit fondamental, nous devons travailler à le transcrire dans nos lois nationales et régionales. Pour garantir le droit à l'alimentation, c'est non seulement assurer la survie, mais aussi préparer un avenir meilleur pour nos enfants et nos familles. Ensemble, avec la volonté politique, la détermination, la résilience, l'implication collective et la solidarité régionale, nous pouvons atteindre cet objectif
en surmontant les défis actuels et futurs. Face à une population sans cesse croissante, nous devons produire plus maintenant et demain pour réaliser ce droit de tous et de chacun à une vie et un avenir meilleur. Le manque de financement entrave les efforts visant à respecter les engagements clés du secteur agricole énoncés dans la déclaration de Maputo de 2003 et la déclaration de Malabo de 2014. Les deux déclarations visent à mettre un terme à la faim sur le continent africain d'ici 2025 et invitent les États du continent à allouer un minimum de 10% du budget national à l'agriculture pour atteindre une croissance de 6% de l'économie agricole. L'Afrique a des terres et de l'eau, des terres arables et de l'eau, mais malheureusement très peu d'irrigation. Seuls 6% de l'Afrique est irriguée. À titre de comparaison relative, c'est 37% en Asie. Et la deuxième chose, c'est que l'Afrique n'utilise pas d'engrais ou de techniques de culture adéquates. Donc les rendements par hectare, ils sont en moyenne un tiers de ce qu'ils sont ailleurs dans le monde. Il y a clairement beaucoup à faire sur l'irrigation, les techniques de culture, l'utilisation d'engrais ou la qualité des sols et d'autres choses de ce genre. Mais ceci, combiné avec du stockage, une chaîne du froid et une bonne infrastructure, vous donne l'opportunité de faire en sorte que l'Afrique passe d'insécurité alimentaire à la capacité de transformer l'agriculture en une activité commerciale, y compris pour les petits producteurs. La réalisation des objectifs mondiaux de développement passe par des systèmes alimentaires sains, durables et inclusifs. Le développement de l'agriculture est l'un des leviers les plus puissants sur lesquels agir pour mettre fin à l'extrême pauvreté, renforcer le partage de la prospérité et nourrir les 10 milliards de personnes que comptera la planète en 2050. La communauté internationale a récemment célébré la 44e journée mondiale de l'alimentation sous le thème « Le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur ». Une thématique qui vient opportunément rappeler le droit de chaque personne à une alimentation adéquate. Ceci passe par la transformation des systèmes agroalimentaires mondiaux afin d'opérer les 4 améliorations qui concernent la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie, tout en ne laissant personne en rade. Voilà, ainsi prend fin ce numéro d'Afrique Mag. Merci à toute l'équipe technique du Studio 2. Merci à Amina Boukhalfa, notre réalisatrice. Et enfin, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Salam.